Et le député de La République En Marche de la Vienne, Sacha Houlié, votre invité, David Doucan. Bonjour Sacha Houlié. Bonjour. Vous avez vu, comme nous tous, les images de l'arrestation d'Éric Drouet hier soir à Paris. Éric Drouet, je le rappelle, est l'un des leaders des Gilets jaunes. C'est celui qui avait appelé à marcher sur l'Elysée, pour qu'on le situe. Vous avez vu ces images. Est-ce que c'est la bonne stratégie, cette fermeté? N'y a-t-il pas un risque d'en faire une sorte de héros et de relancer ainsi un mouvement qui semblait s'essouffler? Il n'y a pas de stratégie avec la loi de la République. Elle est la même pour tous, elle s'applique à tous. Et lorsque il y a des personnes qui organisent des manifestations illégales, qui font des déclarations, qui sont factieuses, comme l'avait dit le ministre de l'Intérieur en son temps, lorsque certaines autres manifestations ont été organisées. C'était le 26 novembre. Exactement. Lorsque ces déclarations sont répétées, lorsque les gestes et les actes sont aussi réitérés, et bien dans ce cas-là, il encourt ce que chacun des citoyens encourt en République, c'est-à-dire l'application de la loi, l'interpellation par les forces de l'ordre et le transfert de cet individu au parquet qui décidera de son sort et qui décidera de le renvoyer ou non devant les tribunaux correctionnels qui pourront le juger. Oui, je rappelle qu'il est en réalité déjà renvoyé en correctionnel pour le 5 juin sur des faits datant de samedi dernier. Sa place est en garde à vue à Éric Drouet pour vous? S'il est avéré, moi je suis le pouvoir législatif, pas le pouvoir judiciaire, mais s'il est avéré que les faits qui lui sont reprochés sont exacts, qui sont caractérisés et qui représentent un délit, alors évidemment, d'abord en garde à vue, ensuite mis en examen, et enfin déféré au parquet. Alors, pour les faits que vous avez cités le 5 juin, et pour les faits nouveaux qui ont été constatés hier, eh bien, une fois prochaine. Que pensez-vous de la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas tardé? Il a déclaré assez de violence contre les Gilets jaunes, libérer Éric Drouet, ficher la paix aux porte-voix du peuple. Fin de citation. Moi, j'entends de la France Insoumise, et depuis quelques jours, quelques semaines, un mot qui revient sans cesse au sujet des Gilets jaunes. Ce mot, c'est la fascination. Et dans le mot même de fascination, on voit finalement qu'il y a une forme un peu haineuse contre le pouvoir, une forme de revanche, une forme finalement d'appel au soulèvement qui ne correspond en rien à ce que l'on peut attendre du respect de la République, des institutions et de la façon dont la légitimité a été acquise par l'élection. Alors que... Je précise juste que vous parlez de fascination parce que Jean-Luc Mélenchon sur son blog a justement exprimé la fascination qu'il ressent pour précisément Éric Drouet. Exactement. Et de ce point de vue-là, je crois que la fascination fait perdre à Jean-Luc Mélenchon toute la clarté, toute la cohérence idéologique qui avait pu le caractériser jusqu'alors. De ce point de vue-là, certains se demandent si Jean-Luc Mélenchon est encore de gauche. Moi, je me demande si Jean-Luc Mélenchon est parfois encore républicain. Et je souhaite qu'il le reste parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin d'une opposition qui soit aujourd'hui dans un délire paranoïaque ou en tout cas dans une défiance telle de nos institutions qu'elle paralyse l'État et qu'elle finalement mettent en danger les règles qui sont les plus élémentaires de la démocratie. Alors Sacha Houlié, est-ce que vous êtes de ceux qui abandonnent son général en rase campagne au pire moment de la bataille? Comment ça? Non, je vous demande parce que on a appris que le directeur de la communication de l'Élysée démissionnait en ce mois de janvier. Le mouvement des Gilets jaunes est très loin d'être terminé. L'affaire Benalla repart de plus belle et Sylvain Faure quitte le navire. Qu'en pensez-vous? D'abord, je connais très bien Sylvain Faure, qui est un élément important de la campagne, qui nous avait rejoint au tout début, qui a fait d'excellents discours, et notamment, je me rappelle, un discours critiqué sur celui des Bernardins et la place des religions dans la République. Il ne s'agit pas de faire ça nécro, mais de répondre à cette notion qui consiste quand même à abandonner le navire au pire moment. Ce que je veux dire, c'est que si Sylvain Faure estime qu'il est arrivé au bout d'une étape, que lui-même souhaite prendre un nouveau tournant, qu'il estime que d'autres, un souffle nouveau, ou en tout cas d'autres pourront mieux aider le président de la République, eh bien ça ne me dérange pas. Ce que je sais, c'est que pour ma part, j'ai un mandat qui dure 5 ans, avec des engagements qui sont clairs. Et ces engagements, d'aucuns ont été rappelés par le président de la République le jour de ses vœux. C'est la réforme des retraites, c'est la réforme constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas de ceux qui abandonnent, je suis même de ceux qui accélèrent, et j'ai été de ceux qui avaient plaidé pour une mise en œuvre très rapide de la prime d'activité. Donc, les mesures urgentes qui ont été votées le 21 décembre dernier me confortent plutôt dans la position que je défends. À défaut de pouvoir compter sur Sylvain Faure, le président peut compter sur vous, on vous a entendu. Pourquoi s'en va-t-il, Sylvain Faure, que vous connaissez si bien? Est-ce que peut-être il n'a pas supporté de découvrir dans la presse que son patron continuait d'échanger avec Alexandre Benalla? Il invoque des raisons personnelles. Je crois que d'abord, il a
une carrière qui est brillante et que peut-être a-t-il eu des promesses qui valaient le coup d'être étudiées. Et puis, nous arrivons au bout de 18 mois de quinquennat, nous arrivons au bout d'un premier cycle, il y a un grand débat national qui est lancé, que ce grand débat national peut déboucher sur de nouvelles propositions auxquels certains conseillers n'ont pas forcément souscrit. Et de ce point de vue-là, si d'aucuns souhaitent prendre leur liberté, ils sont libres de le faire. Ça ne vous choque pas plus que ça. Non. Vous avez affirmé hier, Sacha Houlié, que l'exécutif étudiait la piste d'un référendum avec plusieurs questions, des questions multiples, le vote blanc, la proportionnelle, le non-cumul, en bref, finalement, tout ce qui devrait constituer la réforme institutionnelle promise par le président de la République. Et vous vous êtes fait un petit peu recadrer par le président de votre groupe, Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui considère que cette idée est secondaire, c'est pas le moment. Et c'est vrai que c'est surprenant puisqu'un grand débat commence, un grand débat qui vise à demander aux Français quelles sont les questions qui leur semblent les plus importantes. Et vous, avant même que le débat ne commence, vous listez ces questions. D'abord, on m'a interrogé pour savoir si cette piste était à l'étude. J'ai dit oui. Je n'en retire rien. Et je crois que si d'aucuns ont estimé que la piste était prématurée, j'observe qu'elle n'est pas morte-née, contrairement à certaines idées. J'observe également que... Qu'est-ce que vous voulez dire, pardon, on ne comprend pas. Qu'en tout cas, cette piste n'a pas été écartée et qu'elle demeure à l'étude. Deuxième chose, cette piste... Vous maintenez donc, cette piste, ça en dit long de l'autorité de Gilles Legendre. Ce qu'a dit le président du groupe, c'est qu'il fallait étudier le fond de la réforme constitutionnelle. Bien, le fond de la réforme constitutionnelle, pardonnez-moi, mais d'abord, je le connais depuis plus d'un an puisque je suis responsable de ces 3 textes à l'Assemblée nationale. Je me rappelle qu'il s'agit d'un engagement de campagne du 2 octobre 2016, lors du premier discours de campagne à Strasbourg, sur les mesures précises, de dire non-cumul des mandats dans le temps, introduction d'une dose de proportionnelle, réduction du nombre de parlementaires, et tout cela finalement est établi. Et puis enfin sur la forme, l'histoire très récente, et l'expérience modeste de parlementaire que j'ai, a quand même démontré que la forme importait au moins autant que le fond. Mais enfin, Sacha Houlié, et de ce point de vue-là, interroger les concitoyens sur une forme d'organisation de nos institutions, au moment où ils souhaitent participer, je crois que cette question mérite d'être étudiée, et que, y compris même sur la façon dont elle sera étudiée dans le grand débat, la question mérite d'être posée. Je ne demande pas un arbitrage définitif. Vous, Sacha Houlié, vous, là, à l'instant, vous recitez le discours du 2 octobre de 2016, la campagne, les engagements pris, bien sûr, mais il s'est passé quelque chose. Et le président de la République déclenche un grand débat, justement pour demander aux Français ce qu'ils veulent. Et on a le sentiment que vous continuez à dire, nous, on applique notre programme, peu importe finalement. Et si, d'aventure dans le débat, les Français ne s'intéressaient pas du tout aux questions que vous avez listées? Mais d'abord, si la question du référendum se pose, ou en tout cas si la question de la consultation des Français se pose, après la grande concertation, c'est précisément parce qu'on a entendu leur volonté d'être associés aux décisions qui sont prises. Et de ce point de vue-là, ce que je vous dis, c'est que des engagements assez fermes ont été pris pour ce qui concerne les règles électorales ou les règles d'organisation, ou en tout cas les règles qui touchent les parlementaires et les élus de façon plus générale dans la République. Ces règles, si les citoyens veulent redire un mot sur ce sujet, ou en tout cas veulent les confirmer ou les infirmer, moi je suis prêt à dire on passe par cette voie qui est référendaire. Et je crois que c'est un gage finalement de confiance que de leur dire nous les avons déjà fait valider par un scrutin, et s'il le faut, nous pouvons encore le faire valider par un autre, plutôt que d'arranger ça dans un cadre qui est celui du Parlement. On vous a entendu. J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet de fond. Le décret d'application de la loi Pénicaud 2 a été adopté entre Noël et le jour de l'an. Et certains syndicats ont affirmé découvrir le contenu de ce décret. Vous nous direz si c'est la vérité, peut-être pas. Et ils le vivent comme une trahison vis-à-vis d'engagements pris précédemment. Que leur répondez-vous? D'abord, sur le contenu de ces mesures. Ces mesures, elles visent à inciter un retour vers l'emploi. Alors, ce qu'on a pu constater, et en termes statistiques, c'est que lorsqu'on a ces chercheurs d'emploi, 66% recherchent normalement des emplois, 20% se sont découragés, et donc les mesures, elles visent... Sacha Houlié, je précise parce que je ne l'ai pas fait, le décret durcit en réalité les conditions d'obtention de l'allocation chômage. Voilà, exactement. En fait, il les retire lorsqu'il n'y a pas eu de présentation auprès de Pôle emploi, plutôt que les suspendre, comme c'était le cas auparavant. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu trahison? Si les syndicats n'ont pas été consultés, je crois que c'est dommage sur ce sujet. J'ignore si ça a été fait ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que de ce point de vue-là,
On n'a pas de surprise parce qu'il y avait des travaux qui étaient en cours, qu'il y a des gens qui visent à être remobilisés pour qu'on les accompagne, il y a d'autres gens qui ne cherchent pas, c'est 14% des gens qui sont au chômage. Et donc dans ce cas-là, il faut pouvoir regarder. Par contre, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'on ne peut pas traiter, et ça c'était un des buts du décret, j'espère qu'il sera atteint, et c'est pareil, il faudra pouvoir le vérifier. On ne peut pas traiter de la même façon une personne qui a eu un emploi très précaire, qui a eu des difficultés et qui est en situation encore précaire sur le marché du travail, et un cadre qui, pour le coup, aurait les moyens de retrouver très rapidement du travail. Et lui, pour le coup, s'il ne se présente pas à Pôle emploi, mérite une suspension de ses droits. On a entendu ces précisions. Merci à vous, Sacha Houlié, d'avoir été mon invité ce matin. Merci, c'était l'interview politique de la matinale par David Doucan, tous les jours à 8h15.